Chapitre 4. Shasta fait connaissance avec les Narniens. Au début, Shasta ne put discerner dans la vallée en contrebas que quelques dômes et pinacles émergeant d'une mer de brume. Mais à mesure que la lumière s'affirmait, que se dissipait le brouillard, il vit de plus en plus de choses. Un large fleuve se partageait en deux bras, formant une île sur laquelle s'élevait la cité de Tashbaan, l'une des merveilles du monde. Courant autour de l'île, si près du bord que l'eau en léchait les pierres, de hautes murailles renforcées par tant de tours fortifiées que Shasta renonça vite à les compter. À l'intérieur des murs, l'île formait une colline, et il n'y avait pas un pouce de cette colline jusqu'à la hauteur du palais du Tisroc, et même jusqu'au temple monumental de Tash au sommet, qui n'eût disparu sous les constructions. Terrasse sur terrasse, rue sur rue, route enlacée ou escalier interminable bordé d'orangers et de citronniers, jardins suspendus, balcons, porches profonds, enfilades de piliers, flèches, remparts, pointes et minarets. Quand le soleil s'éleva enfin au-dessus de la mer et que le dôme géant du temple refléta sa lumière, le jeune garçon en fut aveuglé. Bré ne cessait de lui dire « Avance, Shasta !» De chaque côté de la vallée, les rives du fleuve disparaissaient sous une telle profusion de jardins qu'on les prenait d'abord pour une forêt, jusqu'à ce que, de plus près, les murs blancs de maisons innombrables se laissent deviner sous les arbres. Peu après, Shasta perçut un délicieux parfum de fleurs et de fruits. Environ 15 minutes plus tard, ils y baignaient, foulant d'un pas lourd une route de paliers que brodaient de part et d'autre des murs immaculés par-dessus lesquels des arbres inclinaient leurs branches. « Dis donc, souffla Shasta d'une voix impressionnée. Quel endroit merveilleux! On peut le dire, approuva Bré. Mais j'aimerais bien que nous soyons déjà de l'autre côté, sortis sains et saufs. Narnia et le Nord! À cet instant, un son grave et rythmé se fit entendre, qui enfla progressivement, jusqu'à ce que toute la vallée semble osciller à son rythme. C'était musical, mais si puissant et solennel que ça en devenait un peu effrayant. Ce sont les trompes qui sonnent l'ouverture des portes de la ville, dit Bré. Nous y serons dans une minute. Écoutez, Aravis, courbez un peu plus le dos. Marchez d'un pas plus lourd, faites un effort pour avoir l'air moins d'une princesse. Essayez de vous dire que vous avez été piétiné, giflé et insulté toute votre vie. À ce propos, rétorqua Aravis, qu'est-ce que vous diriez d'affaisser un peu plus la tête et de cambrer un peu moins votre encolure pour ne pas avoir trop l'air d'un cheval de bataille? Chut, dit Bré, nous y sommes. Ils étaient arrivés. Ils avaient atteint le bord de la rivière et la route, devant eux, passait sur un pont aux arches multiples. L'eau dansait en étincelant dans le soleil du matin. Au loin, sur leur droite, vers l'estuaire, ils apercevaient des mâts de bateaux. D'autres voyageurs les précédaient sur le pont, des paysans pour la plupart, menant des ânes ou des mulets lourdement chargés ou transportant eux-mêmes des paniers sur leur tête. Les enfants et les chevaux se joignirent à la foule. Quelque chose ne va pas, souffla Shasta à l'intention d'Aravis, qui faisait une drôle de tête. Oh, tout va très bien pour toi, murmura Aravis avec une violence contenue. Qu'est-ce que tu en as à faire, toi, de Tashbaan? Mais moi, je devrais y être emporté sur une litière, transporté avec des soldats pour me précéder et des esclaves à ma suite. Par exemple, pour me rendre à une fête au palais du Tisroc, puisse-t-il vivre pour toujours? Pas en me faufilant à la sauvette comme ça. Pour toi, ce n'est pas pareil. Shasta trouvait cela complètement idiot. À l'extrémité opposée du pont, les murailles de la ville les dominaient de très haut, et entre les grilles cuivrées, pourtant largement ouvertes, le passage semblait étroit du fait de leur hauteur colossale. Une demi-douzaine
de soldats, appuyés sur leurs lances, se tenaient de part et d'autre. Arvis ne put s'empêcher de penser ils se mettraient tous au garde à vous pour me saluer s'ils savaient de qui je suis la fille. Mais les autres, soucieux de savoir comment ils allaient passer, espéraient seulement que les soldats ne poseraient pas de questions. Par bonheur, ils ne les arrêtèrent pas. Mais l'un d'eux attrapa une carotte dans le panier d'un paysan et la jeta à Shasta avec un rire rauque en disant « Hé, le gars au cheval! Tu vas y avoir droit si ton maître apprend que tu t'es servi de son destrier comme bête de somme. » Ce fut un choc pour Shasta, car cela montrait bien que quiconque s'y entendait si peu que ce soit en matière de chevaux ne prendrait jamais Bré pour autre chose qu'un cheval de bataille. « Ce sont les ordres de mon maître, c'est tout, » répondit Shasta. Il aurait mieux valu pour lui qu'il tienne sa langue, car d'un coup de poing sur la tempe, le soldat l'assomma à moitié en criant « Prends ça, petite saleté, pour t'apprendre à parler poliment aux hommes libres !» Mais ils purent tous s'infiltrer dans la ville. Shasta ne pleura qu'un tout petit peu. Il était habitué au mauvais traitement. Passé les grilles, Tashbaan parut d'abord moins splendide que de loin. La première rue était étroite, et dans les murs de chaque côté, il n'y avait presque pas de fenêtres. Shasta ne s'attendait pas à une foule aussi considérable. Des paysans en route pour le marché qui étaient entrés avec eux, mais aussi des marchands d'eau, de sucreries, des portefaix, des soldats, des mendiants, des enfants en haillons, des poules, des chiens errants et des esclaves aux pieds nus. Ce que vous auriez le plus remarqué si vous aviez été là-bas, c'était les odeurs qui émanaient des gens malpropres. Des chiens sales, de la puanteur ambiante due à des relents d'ail et d'oignons et aux ordures qui s'entassaient partout. Shasta faisait semblant de mener, mais en réalité c'était Bree qui, connaissant le chemin, ne cessait de le guider par des petits coups de museau. Ils tournèrent bientôt à gauche et entamèrent l'ascension d'une colline escarpée. C'était beaucoup plus agréable et frais, car la route était bordée d'arbres. Il n'y avait de maison que du côté droit. De l'autre, ils avaient vue sur la vieille ville et pouvaient apercevoir le fleuve un peu plus loin. Puis, après un virage en épingle à cheveux sur la droite, ils poursuivirent leur ascension en zigzag jusqu'au centre de Tashbaan. Ils arrivèrent bientôt dans de beaux quartiers. Des statues monumentales des dieux et héros de Calormen, beaucoup plus imposantes que plaisantes à regarder, s'élevaient sur de brillants piédestaux. Des palmiers et des piliers de les arcades projetaient leurs ombres sur le pavé brûlant. À travers le porche voûté de maints palais, Shasta put contempler de vertes ramures, des fontaines fraîches et de douces pelouses. « Ça doit être bien à l'intérieur, » pensa-t-il. À chaque tournant, Shasta espérait qu'ils allaient sortir de la foule, mais cela n'arrivait jamais. Leur progression en était considérablement ralentie, et de temps à autre, ils devaient carrément s'arrêter. En général, c'était quand une voix forte criait « Place, place, place pour le Tarkan !» ou « pour la Tarkina !» ou « pour le 15e vizir !» ou « pour l'ambassadeur !» et toute la foule se tassait contre les murs. Par-dessus les têtes, Shasta apercevait parfois le grand seigneur ou la dame pour lesquels on faisait tout ce tapage, se prélassant sur une litière que 4 ou même 6 esclaves gigantesques portaient sur leurs épaules nues. Car à Tashbaan, il n'y a pas d'autre règle de circulation que celle qui veut que toute personne moins importante cède la place à une personne plus importante. À moins qu'elle ne préfère sentir la brûlure du fouet ou avoir le ventre défoncé par la hampe d'une lance. Ce fut dans une rue magnifique, tout près du sommet de la ville. Il n'y avait plus rien au-dessus, en dehors du palais du Tisroc, qu'intervint l'arrêt le plus désastreux. « Place, place, place !» criait la voix. « Place pour le roi barbare blanc, l'hôte du Tisroc, puisse-t-il vivre pour toujours ! Place pour les seigneurs narniens !» Shasta s'efforça de dégager le chemin et de faire reculer Bree. Mais aucun cheval, pas même un cheval parlant de Narnia, ne recule facilement. Une femme qui portait un panier aux angles très pointus le lui enfonça durement dans le dos, en disant « Alors, t'as fini de pousser comme ça ?» Puis quelqu'un d'autre le bouscula sur le côté,
et, dans la confusion, il lâcha Brie. Enfin, toute la foule se tassa tellement derrière lui qu'il lui devint impossible de bouger. Ainsi se trouva-t-il placé au premier rang, sans l'avoir voulu, avec une vue imprenable sur le groupe qui descendait de la rue. Ces personnes-là n'avaient rien à voir avec aucune de celles qu'ils avaient pu voir ce jour-là. L'aboyeur qui les précédait en criant « Place, place !» était le seul Calormen. Il n'y avait pas de litière. Tout le monde était à pied. Ils étaient environ une demi-douzaine d'hommes, et Shasta n'avait jamais vu, jusqu'alors, qui que ce soit, qui leur ressemble. Ne serait-ce que parce qu'ils étaient tous clairs de peau, comme lui, et que la plupart avaient les cheveux blonds. Ils n'étaient pas habillés non plus comme des hommes de Calormen. La plupart d'entre eux avaient les jambes nues, jusqu'aux genoux. Leur tunique était de belles couleurs, brillantes et franches, d'un vert de sous-bois, d'un jaune guilleret ou d'un bleu frais. Au lieu de turbans, ils portaient des casques d'acier ou d'argent, sertis de pierres précieuses pour certains, l'un d'eux avec de petites ailes de chaque côté. Quelques-uns allaient tête nue. Les sabres qu'ils portaient, aux côtés, étaient longs et droits, et non courbes comme les cimetières Calormen. Au lieu d'arborer un air grave et mystérieux comme la plupart des Calormen, ils avaient une démarche chaloupée, laissant leurs bras et leurs épaules bouger librement, et bavardaient en riant. L'un d'eux sifflotait. On voyait bien qu'ils étaient tous prêts à devenir les amis de quiconque se montrait cordial, et se souciait comme d'une guigne de quiconque ne l'était pas. Shasta se dit que, de toute sa vie, il n'avait jamais rien vu de si sympathique. Mais le temps lui manqua pour s'en réjouir, car il se passa soudain quelque chose de vraiment terrible. Celui des hommes aux cheveux blancs, qui était à la tête du groupe, montra Shasta du doigt, en criant « Le voilà! Voilà notre fugitif !» Il le saisit par l'épaule. La seconde suivante, il donna à Shasta une petite tape, pas une tape méchante pour vous faire pleurer, mais une petite tape pour vous faire savoir que vous êtes en disgrâce. En ajoutant, tout en tremblant, « Honte sur vous, monsieur! Fi! Quelle honte! Vous avez fait tant pleurer la reine Susan qu'elle en a les yeux rougis! Quoi? Une escapade de toute une nuit! Où étiez-vous passé? » Shasta aurait filé sous le ventre de Brie et tenté de se perdre dans la foule, s'il avait eu la moindre chance d'y parvenir. Mais les hommes aux cheveux blonds l'entouraient maintenant, et on le tenait fermement. Son premier réflexe, bien sûr, fut de dire qu'il n'était que le fils du pauvre Archiche, le pêcheur, et que le seigneur étranger devait l'avoir pris pour quelqu'un d'autre. Seulement voilà, dans cet endroit bondé, se mettre à expliquer qui il était, ce qu'il faisait là, c'était sans doute la dernière chose qu'il avait envie de faire. S'il se lançait là-dedans, on aurait au fait de lui demander d'où sortait son cheval, et qui était Aravis. Et alors adieu tout espoir de traverser Tashbaan. Son second mouvement fut de chercher Brie du regard, pour lui demander de l'aide. Mais Brie n'avait pas l'intention de faire savoir à toute cette foule qu'il parlait. Il continuait à se donner l'air d'un cheval aussi stupide que possible. Quant à Aravis, Shasta n'osa pas la regarder de peur d'attirer l'attention. Il n'eut pas le temps de réfléchir, car le chef des Narniens dit soudain « Prenez une des mains de cette petite seigneurie, Péridane, si vous voulez bien, je prendrai l'autre. Et maintenant, en avant, notre royale sœur aura l'esprit beaucoup plus tranquille quand elle verra notre jeune coquin en sûreté dans nos quartiers. » Ainsi, avant même qu'ils aient traversé la moitié de Tashbaan, tout leur plan était réduit à néant. Sans même avoir l'occasion de dire au revoir aux autres, Shasta se trouva emmené en cortège au milieu d'étrangers, et strictement incapable de prévoir ce qui allait bien pouvoir se passer. Le roi narnien, car à la façon dont les autres lui parlaient, Shasta comprit que ce devait être un roi, continuait à lui poser des questions. Où avait-il été? Comment en est-il sorti? Qu'avait-il fait de ses vêtements? Et ne comprenait-il pas qu'il s'était montré très vilain? Sauf que le roi le traitait de vil au lieu de vilain. Et Shasta ne répondait rien, parce qu'il n'arrivait pas à trouver quelque chose à dire qui ne soit dangereux. « Quoi? Vous ne pipez mot? » s'étonna le roi. « Je dois vous dire clairement, prince, que ce mutisme de chien battu convient encore moins à quelqu'un de votre sang que de votre fugue elle-même.
Se sauver peut passer pour une fantaisie de jeune garçon non dénué de courage, et on s'attendrait à voir le fils du roi d'Arkenland assumer son forfait, et non garder la tête basse comme un esclave qu'à leur mène. Cela est extrêmement désagréable, car Shasta ne cessait de se dire que ce jeune roi était vraiment un adulte de l'espèce la plus sympathique qui soit. Il aurait aimé lui faire bonne impression. Les étrangers le conduisirent, fermement tenu par les 2 mains, le long d'une rue étroite, le firent descendre quelques marches basses, puis en monter quelques autres, jusqu'à un large portail ouvert dans un mur blanc, avec 2 grands cyprès sombres de chaque côté. Après avoir passé le porche, Shasta se trouva dans une cour, qui était en même temps un jardin. Au centre, une fontaine se déversait dans l'eau claire d'un bassin de marbre, qu'elle faisait constamment frissonner. Tout autour, des orangers étaient plantés dans l'herbe douce, et les 4 murs blancs qui entouraient la pelouse étaient couverts de rosiers grimpants. Le bruit, la poussière, la foule des rues semblaient soudain bien loin. On lui fit traverser rapidement le jardin, puis franchir une porte obscure. L'aboyeur resta à l'extérieur. Après quoi, on l'entraîna dans un corridor dont le sol de pierre parut d'une délicieuse fraîcheur à ses pieds échauffés, et on le fit gravir quelques escaliers. Un instant plus tard, il fut ébloui par la lumière d'une vaste pièce aérée, avec des grandes fenêtres toutes ouvertes, tout orientées au nord, pour ne laisser entrer aucun rayon de soleil. Le tapis par terre était plus merveilleusement coloré que tout ce qu'il avait jamais pu voir, et ses pieds s'y enfonçaient comme s'il foulait une mousse épaisse. Tout autour, le long des murs, il y avait des divans bas, avec de riches coussins posés dessus, et la pièce était pleine de monde. Des gens que Shasta trouva bien étranges, pour certains d'entre eux. Mais à peine eut-il le temps de se dire cela, que la plus belle dame qu'il eût jamais vue se leva de son siège pour venir jeter ses bras autour de lui et l'embrasser en disant « Oh, Corinne, Corinne, comment avez-vous pu faire cela? Votre grâce et moi sommes des amis si proches depuis que votre mère est morte. Qu'aurais-je dit à votre royal père si j'étais rentré sans votre grâce? Cela aurait été presque une cause de guerre entre Arkenland et Narnia, qui sont alliés depuis des temps immémoriaux. C'était vil, mon compagnon, trop vil, pour votre grâce de nous traiter ainsi. » Apparemment, se dit Shasta, on me confond avec un prince de cet Arkenland où je n'ai jamais mis les pieds. Et ceux-là sont sans doute des Narniens. Je me demande où peut être le vrai Corinne. Mais ses pensées ne l'aidèrent pas à trouver quelque chose à dire à voix haute. « Où étais-tu donc, Corinne » demanda la dame, les mains toujours posées sur les épaules de Shasta. Je sais pas, bégaya Shasta. Et voilà, Susan, intervint le roi. Je n'ai pu obtenir de lui aucun récit, vrai ou faux. Vos majestés, reine Susan, roi Edmund, dit une voix. Et quand Shasta se retourna pour voir qui avait parlé, il faillit bondir de surprise. Il s'agissait de l'un de ces personnages bizarres qu'il avait repéré du coin de l'œil en entrant dans la pièce tout à l'heure. Il était à peu près de la taille de Shasta. Au-dessus de la ceinture, il était fait comme un être humain, mais ses jambes étaient velues comme celles d'un bouc, faites comme celles d'un bouc, et avait des sabots de bouc et une queue. Sa peau était plutôt rougeaude. Ses cheveux frisés. Il avait une courte barbe en pointe et 2 petites cornes. En fait, c'était un faune, une créature dont Shasta n'avait jamais vu d'image, ni même entendu parler. Et si vous avez lu le livre intitulé « Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique », cela vous amusera de savoir que c'est exactement ce même faune, dénommé Tomnos, que la sœur de la reine Susan, Lucy, avait rencontré le tout premier jour où elle s'était retrouvée à Narnia. Mais il était nettement plus vieux maintenant, car Peter, Susan, Edmund et Lucy étaient rois et reines de Narnia depuis déjà plusieurs années. « Vos majestés, disait-il, sa petite Altesse a attrapé une insolation. Regardez-le, il est tout ébloui. Il ne sait pas où il est. » Alors, bien sûr, tout le monde arrêta de faire des reproches à Shasta ou de lui poser des questions. On prit grand soin de lui, on le coucha sur un divan,
On mit un coussin sous sa tête, et on lui donna déguster un sorbet glacé dans une coupe dorée, en lui disant de rester bien tranquille. Rien de tout cela n'était jamais arrivé à Shasta dans sa vie antérieure. Il n'avait même jamais imaginé pouvoir se reposer sur quelque chose d'aussi doux, confortable que ce canapé, ou déguster quoi que ce soit d'aussi délicieux que ce sorbet. Il continuait à se demander ce qui était arrivé aux autres, et comment, diable, il allait bien pouvoir s'échapper pour les retrouver au tombeau, et aussi ce qui se passerait quand le vrai Corinne réapparaîtrait. Mais aucune de ces questions ne semblait aussi pressante, maintenant qu'il était à son aise. Et puis, peut-être que, un peu plus tard, il y aurait de bonnes choses à manger. En attendant, les gens qui se trouvaient dans cette pièce fraîche et aérée étaient très intéressants. En plus du faune, il y avait 2 nains, un genre de créature qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, un très grand corbeau. Les autres étaient tous humains, adultes mais jeunes, et tous, autant les hommes que les femmes, avaient des visages et des voix plus agréables que la plupart des Calormen. Bientôt, Shasta fut intéressé par la conversation. « Enfin, madame, disait le roi Edmund à la reine Susan, la dame qui avait embrassé Shasta. Quel sentiment est le vôtre? Nous sommes dans cette ville depuis 3 bonnes semaines. Votre amoureux, ce prince Rabadash, avez-vous maintenant pris votre décision en conscience à son propos? L'épouserez-vous ou non? La dame secoua la tête. Non, mon frère, dit-elle. Pas même pour tous les bijoux de Tashbaan. Tiens, pensa Shasta, bien qu'ils soient roi et reine, ils sont frères et sœurs, et non pas mariés l'un à l'autre. En vérité, ma sœur, reprit le roi, l'auriez-vous choisi, que je vous en eusse aimé un tantinet moins. Et je vous avoue qu'à la première visite des ambassadeurs du Tisroc à Narnia, pour parler de ce mariage, puis ensuite quand le prince fut notre invité à Cair Paravel, ce fut un étonnement pour moi, que vous puissiez avoir le cœur à lui manifester sans cesse un tel intérêt. Ce fut ma folie, Edmund, dit la reine Susan, une folie que je vous supplie de me pardonner. Pourtant, en vérité, quand il était avec nous à Narnia, ce prince se comportait d'une autre façon que maintenant à Tashbaan. Car je vous prends tous à témoin des merveilleux exploits qu'il accomplit dans ce grand tournoi que notre frère, le roi suprême, organisa pour lui, et combien, modestement et courtoisement, il fraya avec nous durant 7 jours. Mais ici, dans sa propre ville, il s'est montré sous un autre jour. Ah, croissa le corbeau, c'est un vieux dicton. Vois l'ours dans sa propre tanière pour juger de ses dispositions. C'est trop vrai, salopade, dit l'un des nains. Et un autre dit, viens vivre chez moi, tu me connaîtras. Oui, dit le roi, nous l'avons maintenant vu tel qu'il est, un tyran, extrêmement orgueilleux, sanglant, luxurieux, cruel et imbu de lui-même. Alors, par Aslan, conclut Susan, quittons Tashbaan, aujourd'hui même. C'est là où le bas blesse, ma sœur, dit le roi Edmund, car je dois maintenant m'ouvrir à vous de tout le souci qui n'a cessé de croître dans mon esprit ces 2 derniers jours et même avant. Péridan, ayez la bonté d'aller vérifier à la porte que nous ne sommes pas espionnés. Tout est en ordre? Bon. Désormais, nous devons agir en secret. Tous avaient pris un air très sérieux. La reine Susan sauta sur ses pieds et courut vers son frère. « Oh, Edmund !» s'exclama-t-elle. « Que se passe-t-il? J'ai lu quelque chose de terrible sur votre visage. »